L'an passé, c'était pour la dernière pierre, nous étions encore dans les plâtres, les briques et les pavés de la fin de chantier. Cette année, les nouveaux bâtiments sont entrés pleinement dans la vie quotidienne des Orlysiens. Il n'est pas rare aujourd'hui de croiser des Orlysiens qui font visiter ces nouveaux locaux à leurs parents ou à des amis, un peu comme les propriétaires font visiter leur domaine. Les Orlysiens se sont donc appropriés ces lieux avec une certaine fierté pour leur ville. Je m'en félicite. Jean de Roche, notre architecte, vient d'être nommé au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture. Les arts et lettres sont une des principales décorations de la République. Cette distinction est destinée à honorer les personnes qui se sont illustrées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire. Je félicite Jean et Maria, que j'associe dans leurs œuvres, et je les remercie, car cette distinction honore notre ville. Cette année, nous vous recevons sous le signe de l'olivier. L'olivier, c'est le symbole de la paix et de la prospérité, l'une étant complémentaire de l'autre. C'est l'arbre qui a bravé le temps depuis l'Antiquité, le premier d'entre les arbres, selon une légende. L'olivier, c'est aussi ces dernières années le symbole du renouveau de la gauche en Italie. Une gauche qui tient sa force de son renouvellement et de son ouverture sur la société civile. L'olivier est devenu le symbole de la ville d'Orly, réunifié autour de son hôtel de ville. Les deux oliviers que nous avons plantés, l'un dans le cabinet du maire et l'autre offert par notre ville-sœur de Campi-Bisanzio devant la salle des mariages, ont pris racine et développent de nouveaux rameaux. C'est un bon présage pour l'avenir. La nouvelle année est marquée par deux événements qui ne sont pas traités avec la même médiatisation. Le premier, c'est le mouvement des chômeurs, pour revendiquer le droit de vivre dignement dont la presse s'est fait l'écho. Le second a surtout fait la une des journaux économiques, c'est la santé de la bourse. Le journal La Tribune a titré le 2 janvier « La bourse de Paris, qui a regagné plus de 100 points en une semaine, a terminé l'année 1997 sur une note positive. L'indice CAC 40 des valeurs vedettes affichait un gain de 29,5% par rapport au 1er janvier 1997. Et le même journal indiquait que ces bons résultats sont encore meilleurs que ceux de 1996, qui avaient progressé de 23,5%. Je rêve du jour où les grands de la finance investiront dans les mêmes proportions que dans la bourse, dans les entreprises qui créent des emplois. Ce jour-là, les chômeurs, s'il en reste quelques-uns, n'iront pas occuper les assédiques. Oui, il faut changer la société, dépasser le capitalisme du profit pour le profit. Les collectivités locales, c'est-à-dire les conseils municipaux, les conseils généraux, les conseils régionaux, grâce aux lois de décentralisation de Gaston Defferre de 1983, ont été les principaux investisseurs publics des 15 dernières années pour créer des richesses avec la construction ou la rénovation des écoles, des collèges, des lycées, avec la création d'équipements nouveaux, avec l'ouverture et l'entretien de nouvelles routes, de nouvelles voies. Sans cet investissement considérable du service public, la facture à payer du chômage serait bien plus lourde encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Notre ville, la ville d'Orly, a tenu toute sa place dans cet investissement pour l'emploi, avec la construction de la cité administrative, du stade Mermoz et l'aménagement du parc urbain de plus de 55 000 m² du quartier des Sols, pour ne citer que les principaux projets qu'elle a financés ces derniers temps. Notre ville, comme toutes les villes, ne joue pas avec la bourse. Elle emprunte même pour enrichir la collectivité dont elle a la charge en créant des emplois. Les nombreux chefs d'entreprise que nous recevons ce soir
et que je salue le savent bien. Dans cet esprit, je me réjouis des mesures du nouveau gouvernement de la gauche en faveur du logement social. Je veux parler de la dotation exceptionnelle de 750 millions de francs pour financer un vaste programme de réhabilitation, de la baisse de la TVA de 20,6 à 5,5 qui va désormais s'appliquer aux gros travaux de rénovation que les organismes HLM réalisent sur leurs fonds propres. Ajoutons à cela la révalorisation décidée par le gouvernement après 4 années de gel de l'allocation personnalisée au logement. Si j'évoque la satisfaction par le gouvernement de ces revendications, c'est parce qu'à Orly, nous sommes très attachés au logement social, auquel nous voulons préserver son caractère de logement pour les travailleurs. Mais c'est aussi ces efforts consentis par l'État financent l'emploi, créent de l'emploi, sont un des aspects de la lutte contre le chômage. Pour la même raison, notre ville s'investit, pourrait-on dire, dans les dispositifs mis en place par le nouveau gouvernement pour créer 700 000 emplois chez les jeunes, 350 000 dans le secteur public et 350 000 dans le secteur privé. Avec ces 700 000 emplois, si nous faisons réellement les efforts pour créer et pour former les jeunes à de nouveaux et vrais métiers, nous amorcerons la pompe pour réduire de manière significative le chômage et faire repartir l'économie du pays. Dans le prolongement de cette politique, pour laquelle la majorité du pays a voté en juin dernier, le gouvernement a décidé de mettre en place la réduction de la durée légale du travail à 35 heures en l'an 2000. Cette mesure, nous ne nous sommes pas contentés à Orly de la réclamer. Avec Anicet Le Pors, secrétaire d'État à l'emploi auprès du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, nous avons signé un contrat emploi-solidarité pour appliquer les 35 heures sans diminution de salaire à titre expérimental en 1983. L'expérimentation continue encore aujourd'hui et nous avons créé dans cette ville plus de 200 emplois supplémentaires. Cette mesure des 35 heures, pour aller rapidement vers la semaine de 4 jours et les 32 heures, est une mesure incontournable pour faire reculer le chômage et mettre notre pays au niveau des progrès gigantesques de la productivité réalisée depuis 1936, depuis l'époque où la semaine de travail est passée de 48 à 40 heures. Et le gouvernement de l'époque a ajouté les congés payés, ce qui n'existait pas, et d'autres mesures sociales. Des patrons, pas tous, mais un certain nombre, criaient à la ruine, à la faillite. La France ne s'est pas mal sortie de cette situation, elle ne se porte pas mal 60 ans après. Si on se réfère au seul critère économique, elle est la 4e puissance économique du monde et elle affiche des compteurs positifs tant en ce qui concerne la balance commerciale que pour les profits globaux des entreprises qui ne cessent de progresser. Profits qui devraient, soit dit entre parenthèses, être mis à profit pour financer les mesures d'aide aux chômeurs. Le nouveau patron des patrons, M. Sellière de Laborde, se trompe d'époque. Je dirais même, à l'approche de l'an 2000, qu'il se trompe de siècle en prétendant vouloir déstabiliser le gouvernement de Lionel Jospin sur cette question. Nous ne sommes plus au temps où M. Sellière de Laborde et les maîtres des forges faisaient la pluie et le beau temps. Des patrons responsables aujourd'hui, soucieux de l'intérêt général, cela existe aussi dans la France de maintenant. L'intérêt de tous les salariés, comme celui du patronat, est de rétablir le plein emploi, faute de quoi nous irons tous ensemble dans l'abîme d'une société qui deviendra incontrôlable. Les difficultés sociales et économiques, les problèmes liés à l'insertion, le chômage, entraînent une augmentation des délits et développent l'insécurité. Si notre ville, nos quartiers, ne sont pas plus touchés par les phénomènes de délinquance que des villes comparables, il n'en reste pas moins vrai que nous devons être vigilants et agir pour éviter une récupération nationaliste dangereuse pour toute la société. L'histoire ne se répète pas, mais au moment où le procès Papon nous rappelle les heures noires de l'occupation, il faut se souvenir que dans l'Allemagne des années 30, c'est la crise, la misère et le chômage qui ont porté Hitler au pouvoir.
La lutte pour l'emploi et une meilleure répartition des richesses de notre pays est pour cela la priorité des priorités. Les chômeurs viennent de le rappeler avec beaucoup de force. Après les polémiques justifiées, dans certains cas, ce qu'il reste aujourd'hui, c'est que pour la première fois, un Premier ministre du gouvernement de la République reçoit les représentants des chômeurs et annonce, après les avoir écoutés, la création d'un fonds d'urgence sociale en faveur des chômeurs doté d'1 milliard de francs. Au-delà de cette mesure immédiate, Lionel Jospin a lancé une vaste réflexion sur les conditions d'articulation, d'une part, entre les systèmes d'indemnisation du chômage et de la solidarité nationale, et d'autre part, les minimums sociaux. La discussion, la négociation est ouverte. Nul doute que c'est la bonne voie, c'est la voie de l'efficacité. Écouter les chômeurs, les entendre, c'est l'intérêt de la nation et de l'avenir du pays, inséparable de l'avenir de la gauche plurielle. Cette année, nous célébrerons un certain nombre d'anniversaires. Tout d'abord, hier, c'était le 2e anniversaire de la mort de François Mitterrand, auquel nous devons la reconstruction de la gauche en 1981, et avec les grands chantiers, un certain nombre de réalisations prestigieuses qui marqueront le siècle qui s'achève. En 1998, nous célébrerons le 100e anniversaire du célèbre J'accuse d'Émile Zola, des débuts de l'affaire Dreyfus et de la création de la Ligue des droits de l'homme. Nous fêterons également le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage avec des initiatives importantes en mars prochain avec notre ville-sœur de Pointe-à-Pitre et son maire, mon collègue et mon ami, le docteur Henri Bargout. Avec les 68 arts qui ont 30 ans de plus aujourd'hui, nous ferons un clin d'œil à mai 68 et aux espoirs nés de cette révolte. Mais permettez-moi de saluer le 100e anniversaire de la mort de l'ancien maire d'Orly, pour lequel j'ai une affection particulière en raison de son rôle pour fonder la ville, M. Auguste Guérin. Auguste Guérin fut le premier maire élu d'Orly après l'instauration des lois de la Troisième République en 1882. Maire désigné sous l'époque de Louis-Napoléon en 1865, il joua un grand rôle dans l'histoire d'Orly qui prit son envol au seuil du XXe siècle avec la construction de la première mairie sur la place de l'église Saint-Germain, du bureau des postes et des télégraphes, des écoles garçons et filles et de la remise pour la pompe à incendie. L'existence d'Orly date de cette réalisation prestigieuse pour l'époque. Jusque-là, le siège de la mairie était à la maison du maire. Auguste Guérin appartenait à une famille aisée. Il était propriétaire du château, devenu aujourd'hui le château du Parc Méliès, et d'un hôtel particulier à Paris, boulevard Saint-Germain. Cela ne l'empêcha pas d'avoir une gestion très sociale. Il organisa un service de transport public entre la gare de Choisy et d'Orly, avec 3 liaisons par jour. Il ouvrit un bureau pour les indigents. Il fonda la Caisse des écoles, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en 1994. Mais surtout, au début de 1872, c'est-à-dire 10 ans avant la loi Jules Ferry, le conseil municipal d'Orly décida, sur sa proposition, d'établir la gratuité de l'enseignement sur la commune d'Orly. Auguste Guérin est mort il y a 100 ans, tous ses contemporains ont disparu, mais il reste son œuvre prolongée par les maires qui se sont succédés depuis sa disparition. Mesdames, Messieurs, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Je vous renouvelle mes vœux de bonne année, de bonne santé pour vous, pour les vôtres, pour notre ville. Je remercie le personnel communal, les services techniques, le service parc et jardin, le service de la restauration scolaire, les agents de service qui ont préparé cet espace avec goût et compétence pour vous accueillir. Et maintenant, je vous invite à vous rapprocher des buffets qui vous tendent les bras en vous souhaitant une bonne soirée pour bien commencer l'année 1998. Merci de votre attention.